Yann Rocher, architecte, historien des théâtres, va vous présenter un travail qu'il a fait très spécifiquement ici, pour vous, pour ce soir, pour maintenant. Je signale également que Yann Rocher a écrit un très très beau livre qui s'appelle Théâtre des Utopies. C'est chez Actes Sud. Et c'est un recueil comme ça, suite à une exposition. C'est un bouquin où vous voyez tous les théâtres qui n'ont jamais été réalisés. Donc vous voyez un petit peu le chercheur que c'est. Il cherche très loin. Et vas-y, avec des images, il va vous présenter le fruit de sa recherche qu'il a réalisé grâce aux gens également ici, qu'on peut saluer déjà en premier lieu. Absolument, Frédéric Lhomme et Dominique Cordès, auprès de qui je me suis entretenu. Et j'ai pu structurer cette intervention que j'ai intitulée « Quelques plans pour un théâtre ». Je vous prie d'excuser d'ailleurs la faute dans le titre. Mais j'ai envie de penser que dans la commémoration du Théâtre 71, on trouve des graines à planter, qui ne demandent qu'à grandir pour l'avenir du théâtre, et donc c'est peut-être pas vraiment une faute. Je vais revenir sur plusieurs aspects du Théâtre 71, en essayant de montrer comment certains de ces enjeux passés résonnent très fort avec l'histoire des théâtres, y compris dans ce qu'ils peuvent comporter de plus visionnaire, de plus utopique. Mais il faut commencer par le commencement, et dans la préparation de cette prise de parole, on m'a souvent parlé de l'antenne mobile de théâtre, qui aurait eu lieu à Malakoff, qui aurait été séminal au même titre que ce que Jacques a pu souligner tout à l'heure. Et hier, par le plus grand des hasards, j'ai fait la relation avec ce théâtre ambulant de Jacques Bosson, qui vraisemblablement était, peut-être certains ou certaines le confirmeront tout à l'heure, cette antenne mobile qui devait être construite en 4 exemplaires et circuler de manière intercommunale dans les 150 communes autour de Paris. Il n'y en a qu'un qui a été construit. Il a été construit la première fois ici, à Malakoff, sur un terrain vague. Et si mon premier point est de souligner que le théâtre oscille perpétuellement entre la marge et le centre, eh bien c'est bien parce qu'il a véritablement connu les deux à Malakoff. C'est-à-dire le théâtre de la marge, du provisoire, un lieu où Guy Kayat a d'ailleurs fait ses armes à Malakoff, et l'inverse, c'est-à-dire cette idée que le théâtre, qui a été évoqué tout à l'heure, c'est aussi le lieu qui va marquer le centre-ville à créer. Et je pense que ce n'est pas anodin qu'un théâtre fonde le centre d'une ville. Ici, à droite, à la place de l'École des filles, donc cette parcelle où a été construit le théâtre, et puis la future mairie à la place de l'École des garçons. Je vous laisse interpréter ce choix librement. Il faut resituer bien sûr dans le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale, la reconstruction, mais aussi l'impulsion par le politique d'équiper les villes, de faire circuler la culture en France. Alors bien sûr, il y a Malraux, la création des labels évoqués par Michel tout à l'heure, comme les maisons de la culture, par exemple, ou encore les centres d'action sociale, label qui sera le label du Théâtre 71 au départ. Cependant, je crois que ce qui est marquant, qui mérite d'être souligné, c'est que le Théâtre 71, c'est le fruit, certes, du soutien politique fort de la part de Léo Figuère, mais aussi du désir et du combat, d'une certaine manière, de l'abnégation de Guy Kayat de voir éclore son théâtre. Ce n'est jamais évident pour une personnalité du théâtre de concevoir son lieu rêvé, parce que on le fait pour soi, bien sûr, mais on le fait pour d'autres, ceux qui nous accompagnent, mais aussi ceux qui suivront. Le metteur en scène Peter Sellars avait l'habitude de dire quand on construit un théâtre, on y met toute sa cosmologie. Et il est vrai qu'à ce jeu, certains concepteurs ont fait très fort et n'ont pas hésité à mettre dans leur lieu rêvé toutes leurs passions, voire même leurs obsessions. Et je prends ici à témoin le metteur en scène américain James Steele McKay, à la fin du XIXe siècle, qui, pour commémorer non pas l'anniversaire de la Commune, mais la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, imagine un théâtre à Chicago
qui aurait été, je dis qui aurait parce qu'il a commencé à être fabriqué, mais il n'a jamais vu le jour, dédié au récit de cette découverte, et uniquement qu'à cela. Alors, ce théâtre, le voici, c'était une espèce d'immense demi-panorama avec un bassin d'eau. Donc tout se passait sur l'eau, 2 mètres d'eau, et les îles, les continents, les caravelles de Christophe Colomb voguaient dessus avec une multiplication d'effets. Quels sont les principes, les idéaux dominants du théâtre 71 à sa fondation, me direz-vous? Bien, au-delà du paquebot que promettent les premières esquisses de Serge Lana et Daniel Rosen, Guy Cayatte, de ce que j'ai compris, défend fort auprès de Figuère que pour entrer dans la future mairie, quoi de mieux qu'une entrée somptueuse et d'entrer par un théâtre. Et donc c'est cette idée de mutualiser le théâtre et la mairie, et ce sera d'ailleurs d'une certaine manière le cas, puisque certains s'en souviennent sans doute, mais des vœux de la nouvelle année avaient parfois lieu au foyer autrefois. C'est aussi l'enjeu, ça c'est plus technique et urbain, mais de faire entrer dans un théâtre qui est tourné à 90 degrés par rapport à la place à laquelle pourtant il est fortement adressé. En cela, le théâtre 71 propose une déclinaison particulière d'un thème très important des lieux de spectacle, à savoir que ces derniers, d'une façon ou d'une autre, dramatisent le basculement entre le réel de la vie de tous les jours, et l'illusion qui est proposée dans la salle. Là encore, l'histoire des théâtres regorge de folie, comme par exemple le théâtre berlinois de Max Reinhardt, aujourd'hui disparu, version expressionniste de cette question, puisque le public traverse le foyer à gauche, comme s'il explorait une grotte, jusqu'à découvrir la coupole extraordinaire d'un ancien cirque rhabillé par des stalactites. L'autre thème que je voudrais souligner en tant qu'architecte, en plein essor à l'époque, c'est l'idée que la mécanisation de la salle la rendra polyvalente, permettra des spectacles selon différentes configurations, frontale, bifrontale, entourante, voire pourra mettre mise à plat pour des réceptions. Alors voici la coupe originale sur la salle, qui est conservée dans les archives de la mairie, où l'on voit ce système de gradins escamotables qui peuvent se ranger, si vous voulez, et on est donc dans une salle de type scène intégrée, on appelle ça. Et ce choix audacieux repose sur l'idée donc que, au fond, la technologie de la scène, la scénotechnique va multiplier les possibles. Mais en fait, il faut imaginer que rien n'est automatisé et que pour démonter et puis changer la salle, ça demande ni plus ni moins qu'une manutention d'1 semaine. Donc il faut comptabiliser ça. Et 2 jours pour le proscénium dont je vais reparler ici dans un instant. Quand je mentionne que c'est en essor à la création du Théâtre 71, c'est parce que d'autres théâtres seront conçus selon le même principe dans ces années-là. Je pense à la salle modulable de Nanterre-Amandier, par exemple. Ici. Et la salle de Chaillot. Et ça va faire de nombreux débats, bien sûr. La salle de Chaillot, d'ailleurs, sera même taxée de prison, à l'époque, prison d'acier, dans la presse. Parce que, et donc, on se questionne sur les bienfaits ou non, au fond, d'avoir cette flexibilité qui, certes, ouvre le champ des possibles, mais d'un autre côté, est coûteux au sens large, c'est-à-dire coûteux au sens humain, d'entretien, etc., et économique, bien sûr. Je dois dire qu'aujourd'hui, cette question, le débat, il est un petit peu différent parce que la technologie a bien sûr évolué, mais dans ces années-là, on y croit fort, et on y croit fort, on voit bien certains architectes, comme par exemple ici Maurizio Sacripanti en Italie, imaginent un théâtre total, mais on voit que la mécanique pousse le théâtre jusqu'à n'être plus qu'une grande machine. Alors le théâtre va évoluer, je suis passé un petit peu vite tout à l'heure, mais vous voyez ici que la salle va connaître une deuxième version, celle qui est ici aujourd'hui, avec une scène adossée et une cage de scène qui va être ajoutée, et la possibilité d'avoir un proscénium, donc le plateau sur lequel on voit, il est en creux sur l'avant de la salle.
Donc dans cette version qui a suivi, le théâtre a bénéficié de ce qu'on appelle ce proscénium démontable sur 5 rangs, qui illustre à merveille que l'espace théâtral articule scène et salle du plus frontal au plus immersif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est que le théâtre génère un rapport à la scène qui peut prendre la forme d'un face-à-face marqué, ou au contraire d'une proximité qui frise l'entremêlement et puis tout un spectre, bien sûr, de relations entre les acteurs et les spectateurs, entre les deux. À titre d'exemple, les performances de la troupe de Living Theatre, troupe américaine, montrent bien cette tentation permanente de gommer les limites entre scène et salle, entre acteurs et spectateurs. Là, c'est une rare photo décente de la troupe aux prises avec les spectateurs en Avignon. Je voudrais aussi évoquer ce qu'on appelle dans cette salle les bergeries, ici. Vous voyez, c'est ces grands murs de part et d'autre qui sont beaucoup plus utilisés, où on peut loger des gens, mais qui participent quand même de l'impression d'être ensemble, qui enserrent le public, qu'il ne faut pas oublier. Repousser les limites, les supprimer, n'est-ce pas le fond même de la recherche artistique ? Alors c'est bien normal, et les responsables des théâtres, les politiques le savent bien, que dans le théâtre, on est toujours à l'étroit en ces murs. Ici, il y a une époque, il n'y avait quasiment pas de bureaux, par exemple. Les bureaux ont été ajoutés dans un second temps. Cette vue du théâtre du peuple de Bussang, dont le lointain, c'est-à-dire la partie arrière de la scène, ouvre sur une véritable forêt des Vosges, rappelle que dès les débuts, ici, la troupe Cayatte-Charbonnier, notamment, je crois, j'ai cru comprendre la pièce « L'échelle des valeurs a perdu ses barreaux », eh bien, le jeu théâtral a débordé sur la rue, à l'extérieur. C'est aussi le moment de rappeler l'impulsion donnée par Pierre Ascaride avec le théâtre à domicile, ou qu'on appelle aussi le théâtre d'appartement, ces décors qui devaient tenir dans une valise avant d'envahir un intérieur malacoflo, au risque, et là je cite Ascaride, de multiplier les fantômes chez les gens. Il faudrait aussi citer les stars du trottoir qu'Édith Rapoport fomentait dans un autre genre, le genre du théâtre de rue. Vous avez compris que le théâtre n'est pas à un paradoxe près. Et dans cette optique, par exemple, les lieux scéniques, qui constituent pourtant des fruits de notre civilisation, de la cité, qui sont au cœur des villes, eh bien pourtant, ils ne peuvent pas, ces lieux, s'empêcher de rêver de la nature et d'essayer de revenir au paysage, au ciel étoilé qui constituent les décors originels et extraordinaires des théâtres antiques. On ne peut pas ne pas y penser en arpentant le cœur d'îlot ici, avec donc le cœur d'îlot qui regroupe le théâtre, la mairie, la médiathèque, et le poumon de verdure à l'heure où nombre de théâtres, à l'instar de ce théâtre récent, construit en Grande-Bretagne, fuient les villes irrespirables de la pandémie en quête d'une relation juste à la nature. Ça ne veut pas dire que le théâtre oublie pour autant la ville. Et cela m'amène à la fin de mon propos, où je voudrais souligner que le théâtre joue, bien sûr, avec la ville. On le voit bien dans ces documents d'époque, 1971, 1982 pour l'inauguration du marché, où des événements défilent, que la ville est un théâtre. Et pour un théâtre, s'il y a une place, il est logique que son imaginaire déborde parfois sur l'espace public. Je voudrais citer par exemple le bicentenaire de la Révolution, quand il a été célébré à Malakoff, avec la Bastille volante qui a été installée par le Théâtre de l'Unité sur la place, et le balcon du théâtre qui tout à coup est devenu le refuge pour l'élu de la culture à l'époque, qui ne s'appelait plus Charlotte Corday, mais Charlotte Cordès. La ville, un théâtre, vraiment. Mais ai-je besoin de le rappeler dans une ville dont le premier jalon a été la tour Malakoff, c'est-à-dire
le centre et le support d'une scène panoramique et fantasmagorique, célébrant cette fameuse tour de Sébastopol, sur les hauteurs de Sébastopol, pendant la guerre de Crimée. À l'heure où le Théâtre 71 se refonde, se repense, une nouvelle fois, je vais finir par une anecdote qui montre pour moi la force de transformation du théâtre. Par le jeu, la représentation, ce rite de se réunir ensemble pour un temps. Vous savez tous que le théâtre a brûlé, donc en 1990, et la saison a été alors, et de manière facétieuse, rebaptisée Tout feu, tout flamme. Et un bal a été organisé ici dans la salle, dans ce qu'il en restait. Elle était endommagée, bon, elle tenait encore debout, avant que sa reconstruction ne démarre. N'est-ce pas la meilleure preuve que le théâtre est un lieu où se consument les mots? Si vous me permettez une dernière approximation orthographique, selon qu'on écrive mot M-O-T-S ou M-A-U-X. Merci beaucoup, Yann Rocher. Alors, Emma Bonnefuss, tu es là. Maintenant, c'est à vous.